Bonjour et bienvenue, moi c'est Jérémy, enchanté. Sur cette chaîne, je te parle de jeux de cartes à collectionner, de TCG, et tu vas pouvoir me suivre dans mes aventures dans la création de mon jeu de cartes à collectionner Ethereum. Aujourd'hui, je te parle plus spécifiquement de la partie gameplay, gestion d'énergie et surtout, quelles questions tu dois te poser avant même d'attaquer cette partie de gameplay. Bref, on voit tout ça maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tout un tas d'idées que j'ai pu poser sur le papier, des idées de gameplay, que ce soit avec ou sans ressources d'énergie. Bref, on verra tout ça dans la suite de vidéo. Donc j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, des choses qui existent déjà, des choses que j'ai remaniées, des mécaniques nouvelles probablement. Et tout ça sert finalement à brainstormer, à poser les idées visuelles, qu'on puisse finalement se dire est-ce que ça peut fonctionner, est-ce que ça va avec mon univers et surtout est-ce que ça répond à deux questions fondamentales que je me suis posées avant de justement rentrer dans cette première phase. Vous allez voir, c'est pas toujours très évident, mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir les premiers retours d'utilisateurs ou de viewers tels que vous, pour pouvoir se dire ok, on est dans la bonne voie. Donc on commence tout de suite. Alors, le premier truc, c'est qu'il y a pour moi des prérequis. Je me suis posé deux questions fondamentales. La première, compréhensible et jouable à partir de quel âge? C'est la première question. Et j'ai déjà ma réponse. C'est-à-dire que moi, je veux que le jeu en question soit jouable par un enfant, jouable et compréhensible par un enfant de 8 ans, à peu près. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est accessible au plus grand nombre, c'est simple et facilement streamable de partout, sur toutes les plateformes, et derrière, j'ai un élément qui me permet donc à la maison, mon fils notamment, qui est un joueur de TCG et notamment de Pokémon Pocket et de Pokémon en carte, et pour le coup, j'ai ce check de se dire ok, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est compréhensible? S'il le comprend, ça ne veut pas dire que tout le monde le comprend, mais au moins ça me donne une indication. Est-ce que c'est facile? Donc voilà, je voulais que ça rentre dans cet aspect de simplicité et d'avoir quelque chose aussi qui soit facilement mainstreamable, si j'ai envie de dire, pour pouvoir en fait propager ce jeu, cet univers au plus grand nombre, même si dans ma volonté propre, j'aimerais bien et je souhaite que ce soit quelque chose de facile d'accès, difficile à maîtriser. Voilà. Donc ça, c'est le rêve de tout le monde, j'imagine. Mais voilà. J'ai un âge en tête, compréhensible et jouable à partir de 8 ans. C'est un objectif que je me suis fixé très tôt dans le projet. Et vous allez voir que c'est pas super simple finalement à maintenir, parce que plus on a d'idées, plus on essaye de complexifier la chose, et c'est pas forcément la meilleure des choses à faire selon moi. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des retours de personnes, surtout quand on a la tête dans le guidon en permanence, quand on est sur une phase créative et une phase à avoir plein d'idées, à les poser sur le papier, à en parler. Bien, là c'est exactement ce que je fais. Je fais une vidéo et justement je souhaite collecter aussi des retours, ce qui permet finalement de pouvoir concevoir quelque chose de plus adapté. Alors, en ce qui concerne ce deuxième point, quel type de personne va utiliser mon produit? Je vais vous donner deux parallèles et vous allez certainement comprendre. Ici, ce qui est important de retenir, c'est qu'on ne peut pas s'adresser de la même façon à un type de personne. Prenons l'exemple du jeu Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, c'est un jeu qui demande d'avoir de bonnes connaissances dans un milieu plutôt MMORPG où il va avoir cette notion de rôle, qui peut avoir un guerrier, un archer, un tank, un assassin, etc., etc. Bref, il y a cette notion d'univers héroïque fantasy qu'on peut retrouver dans ces moods-là, en fait. Et c'est un jeu qui demande du temps. Voilà, il faut du temps pour jouer à ces jeux. Et donc, on commence à avoir un archétype de personnes qui peuvent jouer à ce jeu. Voilà, on commence à distinguer quel type de personnes vont jouer à ce jeu et comment on va pouvoir leur parler, quel type de créative on va pouvoir leur offrir, qu'est-ce qui finalement va stimuler leur intérêt pour notre jeu. À côté de ça, je vais vous prendre un exemple du jeu Croque-Carotte. Croque-Carotte, si vous ne le connaissez pas, c'est un jeu de société fait pour les enfants et qui fonctionne très bien dans les familles. L'avantage
pour les papas et mamans, c'est que c'est un jeu qui est extrêmement rapide. Il n'y a pas besoin de lire la règle pendant 2 heures avant de le comprendre. Tu sors, tu as compris directement le jeu, et au pire, tu as un petit, mais vraiment tout petit carton à côté de toi si jamais tu oublies une règle, quoi. Donc c'est un truc, tu le déballes, tu joues, ça prend 10 minutes, et après tu peux le remballer une fois que t'as plié tes enfants ou tu t'es fait plier. Bon, voilà un petit peu le topo. Donc là, on a quelque chose qui s'adresse plutôt à une niche bien précise, et là, on a quelque chose qui s'adresse à la fois à des enfants, plus globalement à des familles qui ont des enfants. Bon. Bien évidemment, on va pas communiquer en fait. Bien évidemment, on ne va pas communiquer de la même manière pour les deux cibles, parce que ces deux personas, les deux cibles que je viens de vous dire, ce sont des niches. La niche de la famille et la niche plutôt geek, plutôt j'aime les jeux vidéo, j'aime les MMORPG, j'aime les RPG, j'aime l'heroic fantasy. J'ai plus de 2 heures à consacrer à un jeu de société lorsque j'y joue, par exemple, alors qu'à contrario, une famille va avoir des mots-clés cibles plus variés. Je veux dire jeu pour enfants, jeu familial, jeu rapide, jeu simple, jeu accessible, jeu rigolo, voilà. On va avoir tous ces mots-clés finalement qui va venir identifier le produit et pour qui ça va être fait. Une fois qu'on a ça en tête, et que, encore une fois, on le met en parallèle de notre premier prérequis compréhensible et jouable à partir de quel âge, là on commence à avoir une idée un peu plus claire de là où on voudrait aller. Dans mon cas, pour le projet Heteron, si on suit la logique, 8 et plus, voilà, on devrait s'orienter sur quelque chose de simple. Rapide, ça on ne le sait pas encore et ce n'est pas une obligation, ça ne fait pas partie de mes prérequis, mais en tout cas, une simplicité. Parce que, je le rappelle, le nerf de la guerre pour tous les jeux, c'est easy to learn, hard to master, c'est-à-dire facile à apprendre, difficile à maîtriser. Et je pense que tous les jeux qui ont réussi ont cette courbe de progression qui plaît finalement à tout le monde. C'est quelque chose de touchy, c'est difficile à avoir, mais voilà, c'est quelque chose, et surtout pour un TCG, c'est quelque chose, c'est un travail de fond. Parce qu'à chaque fois que tu vas rajouter des cartes, il va y avoir cet équilibrage à faire, etc. etc. Bref, ceci, c'est un autre point que je n'ai pas encore à faire face, donc on verra au moment voulu. Bon, c'est parti, on passe à la suite. On commence par gameplay avec gestion d'énergie. Alors, la gestion d'énergie, c'est ce qui vous permet de réaliser des actions. Voilà, en général, un jeu TCG, c'est quelque chose qui est au tour par tour. Et pour pouvoir faire certaines actions, comme poser une carte, attaquer, etc., vous allez avoir besoin de gérer de la ressource. En général, c'est le cas. Et c'est ce que nous allons voir dans cette première partie. Hop, alors, premier système, 5 énergies par tour. Dans notre cas, et on va voir, parce qu'il y a des notions qu'on n'a pas encore vues, j'aurais peut-être dû présenter ce slide en premier, on le verra par la suite de toute manière, le système d'éveil. Pour vous mettre en parallèle, l'éveil, c'est l'équivalent d'une évolution, par exemple, sur Pokémon. Donc, un éveil va coûter en fait de l'énergie, et pour arriver au stade 2, donc sa deuxième évolution, son deuxième éveil va demander plus d'énergie. Pour lancer une compétence, bien au début, s'il est dans sa forme basique, va demander 2 d'énergie, 4 s'il est dans sa phase d'éveil 1, et 6 s'il est dans sa phase d'éveil 2. Pour le retrait, on fonctionne de la même manière, on fonctionne par strat d'éveil, enfin, est-ce qu'il est dans sa forme basique? Dans ce cas, c'est moins cher, dans son stade éveillé, c'est plus cher, et ainsi de suite. Donc là, on a une version qui est très simple, encore une fois, on se repose des questions, fait pour qui, et on essaye de faire quelque chose de cohérent. Il y a des numéros, c'est compréhensible de tous, ça suit une logique qui s'incrémente, donc c'est assez facile à comprendre. Donc pour cette partie gameplay, finalement il y a 3 choses dans lesquelles on va cramer de l'énergie: les éveils, évolution, les compétences, donc les attaques. Je vais rester sur compétences parce que ça peut être aussi défensif pour le coup, et les retraits pour pouvoir adapter donc sa stratégie et switcher de personnage ou de caractère. Ok. Deuxième proposition,
de gestion des ressources. La limite de 2 actions par tour. Alors, il y a quelque chose qui est classique finalement à tous les TCG que je n'ai pas précisé juste avant. C'est ce fameux tirage gratuit qui est obligatoire dans quasiment tous les TCG. Donc, tu prends ta carte et derrière, il va te rester 2 actions. Donc, en choix possible, on a attaquer, éveiller, donc soit l'évolution, jouer une carte support. Donc pour l'instant, il n'y a pas de nom à ça, mais vous avez compris, c'est jouer une carte qui donne un passif ou qui fait une action bien particulière, ça va vous coûter une action. Et derrière, le retrait est considéré comme une action dans ce jeu. Donc il y a cette possibilité de limiter le nombre d'actions par tour, que ce soit 2 ou 3, bref, je pense qu'effectivement là, c'est une phase de test réelle à faire avec du coup les cartes en main, mais ça donne déjà une indication des possibilités. Et vous allez voir que quand on va analyser les gameplays, vous allez voir que tout de suite, vous dites « Ah, ce système de gestion des ressources est peut-être plus adapté pour ce jeu ». Et c'est pour ça qu'en fait, ça dépend des gameplays finalement qu'on va avoir en face. Et c'est bien effectivement de pouvoir avoir 2 mécaniques, même s'il en existe d'autres. Voilà, d'avoir 2 mécaniques pour pouvoir se projeter et avoir des idées. Ok, donc voilà pour les systèmes de ressources. J'en ai pas établi plus que ça, puisque j'en ai pas identifié non plus des masses, et je voulais encore une fois rester dans cette simplicité, je vous le rappelle. Ok. Le gameplay, là on va parler du système d'éveil, donc soit de l'évolution. Donc c'est dans la première slide, quand on a parlé donc de l'énergie, des 5 énergies par tour, l'éveil en faisait partie. Donc là on va analyser, on va en voir exactement 3 modèles d'évolution de cartes, donc d'éveil. Et on va commencer par un qui est assez réputé dans plein de jeux mobiles, et notamment un jeu très connu de Riot qui est TFT. Le principe est simple, vous avez 3 cartes similaires, et bien une fois que vous avez les 3 et que vous avez en votre possession une carte donc d'éveil 1 dans votre main, eh bien vous pouvez donc la merger pour passer au stade supérieur, et ainsi de suite. Si vous avez l'éveil 2 dans votre main et que vous avez également deux autres cartes du même éveil, eh bien vous pouvez passer au stade suivant. Bref, c'est ce principe de merger 3 cartes ensemble pour pouvoir passer au stade suivant. Alors peut-être que 3 c'est beaucoup, peut-être qu'il faudrait en faire 2, mais encore une fois, on reste sur une même mécanique de merging. Donc voilà, c'est une idée de gameplay. Et encore une fois, il faut la tester. Dites-moi ce que vous en pensez. De toute manière, je vous mettrai un questionnaire en description pour chaque modèle que je présente, et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Si est-ce que vous êtes plutôt pour, est-ce que vous êtes plutôt contre, et si jamais vous avez des arguments supplémentaires, n'hésitez pas à les mettre également. Ok, l'éveil classique, celui-ci est très simple. Vous avez la carte basique. Si vous avez donc l'éveil dans votre main, vous la positionnez au tour suivant dans lequel vous l'avez posé. Voilà, vous posez votre carte. Vous ne pouvez pas l'éveiller directement, vous attendez le prochain tour et hop, boum, vous pouvez l'éveiller. Bon bref, le système assez classique de Pokémon finalement. Donc quelque chose que tout le monde connaît. Donc là, on reste vraiment dans la simplicité pure. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez pareillement. Ok, dernier système d'éveil grâce à un système donc de cartes, on pourrait appeler ça une carte support, qui te permet finalement de passer d'un stade à un autre. Voilà. Donc ça pourrait effectivement te dire, ok, il faut bien, avant de pouvoir utiliser cette carte, il faut avoir celle-ci en main, ou alors simplement, celle-ci suffit. Une fois que tu la tires, tu peux aller chercher dans ton deck la carte éveillée. Donc bien évidemment, il faut préparer son deck. Donc tout l'intérêt effectivement d'avoir un deck qui est aussi bien pensé. Et une fois que tu tires cette carte, tu vas aller chercher ton éveil 1. Et une fois que tu tires cette carte, tu vas aller chercher ton éveil 2 dans le deck. Ça peut être une idée comme ça. Ou sinon, pareil que pour le Pokémon, le système Pokémon, tu dois l'avoir d'abord dans ta main et tu dois avoir ça. Donc il faut une double condition. Les deux sont possibles. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis curieux d'avoir vos retours. Ouh, ce petit bug. Ok,
Alors maintenant, on va rentrer dans le gameplay pur et on va commencer par le système de Trinité. Et on va voir qu'effectivement, j'ai mis un petit peu des niveaux de compréhension pour chaque type de gameplay. Donc celui-ci est à un stade avancé parce qu'il s'adresse à une catégorie de personnes, donc qui va jouer à ce jeu, de personnes qui connaissent déjà l'univers des RPG, soit des MMO. Donc là, on touche une niche. Donc tout de suite, c'est moins mainstream, même si aujourd'hui, on est dans une ère où de plus en plus de personnes jouent à des jeux vidéo parce qu'il y a la technologie, il y a les smartphones, enfin bref, tout est beaucoup plus mainstream qu'avant, et donc tout le monde joue finalement. Donc même si ça reste un peu moins vrai aujourd'hui, le système de Trinité, si vous ne le connaissez pas, c'est qu'il y a des rôles. Le rôle de tank, c'est celui qui va supporter les dégâts. Le heal, c'est celui qui va soigner son équipe. Et le DPS, c'est celui qui va faire la majorité des dégâts dans une équipe. Voilà. Voilà comment s'articule ça, ce gameplay. Vous jouez avec 3 cartes sur le plateau. Et vous êtes contre une équipe donc de 3 cartes également. Vous êtes face à un adversaire qui a ces 3 cartes. Le but, c'est bien évidemment de poutrer son adversaire et de détruire sa team. La personne, une fois qu'elle a choisi sa team, et là il faudra effectivement être touchy sur les règles, soit on permet d'avoir par exemple une carte supplémentaire dans sa main, donc un héros supplémentaire, ou soit on fixe le truc à 3 héros, tu choisis tes 3 héros et basta. Et derrière, tout ce qui va arriver, ce sont des cartes support, des cartes qui permettent d'avoir un soutien au niveau de l'équipe. Et ici, on peut imaginer, par exemple, je trouve que le système de 2 actions par tour fonctionne extrêmement bien, parce que ça évite les abus. Par exemple, eh bien, votre tour arrive, vous voulez attaquer le héros adverse, très bien. Vous attaquez, vous avez subi des dégâts juste avant, donc du coup, vous allez vous heal, faire un heal de groupe, et voilà, votre tour est terminé, par exemple. Le gars juste en face, il avait mis un taunt, donc il va recevoir tous les dégâts sur son tank. Et derrière, il dit, ok, bah moi je vais me heal, comme ça je vais pouvoir derrière balancer la sauce, que sais-je. Mais bref, en fait, il y a cette notion, en fait, il faut que tu fasses des choix. Il faut que tu fasses des choix et quelle va être ta stratégie face à ça. Donc voilà un petit peu le système. 3 cartes contre 3 cartes. Dans le fond, il faudrait analyser plus en profondeur finalement les règles de ce gameplay, mais la base est là. C'est-à-dire qu'il faudrait voir effectivement si on permet d'avoir 2 héros encore dans le deck, combien d'héros vont aller dans le deck, est-ce qu'on fait un deck après qui est uniquement basé sur du support, donc rajouter soit des compétences, etc. etc. Donc ça c'est encore affiné, mais au moins on a une base. Comme j'ai dit, ce système il est un peu plus niché que le reste de la présentation. Et c'est pour ça que finalement qu'il a un niveau un peu plus avancé, c'est qu'il ne s'adresse pas à tout le monde. Et donc dans mes prérequis, il est un peu moins mainstreamable. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis vraiment curieux pour le gameplay Trinité. Ok, maintenant on va passer au système, le gameplay Overgear, qui est lui aussi avancé et vous allez découvrir pourquoi. Alors, désolé pour mes noms un petit peu what the fuck, mais voilà, j'aime bien en rajouter une sauce pour le coup. Donc dans le système Overgear, c'est très simple, votre personnage a une puissance fixe. Voilà, il arrive, il a sa puissance. Sa puissance, on va dire que c'est à la fois sa vie et à la fois ses dégâts. Hein, voilà. Et le but finalement de ce jeu, ça va être de te stuff, donc d'avoir des cartes de buff et d'enchantement pour augmenter tes stats. Et également pareil pour tes armes. Alors les armes, ça peut soit effectivement avoir cet effet d'augmentation des stats, et ça peut aussi servir peut-être pour déverrouiller un talent. Si jamais tu tires la bonne carte pour ton héros, déverrouiller un talent, genre un ultime ou un effet très particulier. Mais bref, le but finalement, c'est de détruire l'adverse, hein, tu vois, le héros adverse. Et derrière, tu as en fait plein de cartes support pour augmenter et diversifier les attaques finalement de ton personnage principal. Donc voilà pour ce système. Derrière, qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir pousser pleinement ce personnage, c'est de se dire ok, bon bah qu'est-ce qu'il faut en fait, il faut que je détruise toutes les cartes, tout le deck du personnage, ou est-ce que je me fixe un certain nombre. Ça encore c'est affiné, mais voilà, le principe c'est
de mettre un maximum d'optimisation sur le personnage qui est donc en main, en position d'attaque, et de te dire, bah voilà, le but c'est que je tire les bonnes cartes pour pouvoir poutrer la personne adverse et gagner. Donc on pourrait se dire que ok, bah, si je gagne 3 fois, et ben j'ai gagné. Voilà. Ça serait des règles supplémentaires. Dites-moi ce que vous en pensez pour le système Overgear. Le gameplay Nexus, pour le coup, celui-ci est beaucoup plus simple à comprendre parce qu'il tire finalement son inspiration d'un jeu que tout le monde connaît et surtout en ce moment. Alors, un petit peu revisité pour le coup. Le système Nexus est très très simple. Vous avez une carte main, vous avez 3 cartes de banc, voilà, en phase préparatoire. Et non, c'est pas du tout ce que je veux. Le but, ça va être de détruire 3 cartes de son adversaire pour gagner. Donc si ma carte meurt, je perds une vie. Voilà. Donc si je détruis 3 cartes adverses, je gagne. Donc derrière, on pourrait s'arrêter à ce système ultra simple. Donc on pourrait simplement dire, ok, bah, mon personnage a une attaque et ainsi de suite. Donc si on veut rester dans mon premier prérequis compréhensible et simple pour un enfant de 8 ans pour le coup, on pourrait rester là-dessus. C'est là où je pars effectivement moi dans un peu plus de complexité, potentiellement plus de stratégie. Je me dis ok, imaginons que finalement pour activer, chose que je n'ai pas là, un talent par exemple de Niska, eh bien je dois tirer son arme. Voilà, son arme. Et derrière, lorsque j'utilise son arme, eh bien, je peux attaquer avec ce talent, cette ultime, entre guillemets, et faire de gros dégâts. Derrière, on pourra avoir encore autre chose, donc le système de domaine qui donne un buff d'attaque ou un effet spécial. Par exemple, Niska, c'est un type feu, et bien si elle se retrouve avec une carte feu équipée, eh bien, ça donnerait un effet spécial. Et là, je me suis projeté encore plus. Je me suis dit, ouais, ça pourrait être encore super stylé. Imagine sur la partie digitale, je tire ma carte donc, de terrain ou de domaine feu. Et ben, je split le screen, donc je coupe mon écran et tout mon côté en fait est enflammé. Et derrière, si l'adverse a son terrain, a son domaine, il a aussi l'effet visuel de son terrain. Tu vois, ça peut rendre un truc stylé un peu comme Mario Football Striker. Je sais pas si vous y avez joué sur Nintendo Switch. Mais voilà, il y a cette notion de double terrain. Et je trouve ça visuellement très stylé. Donc, ça peut être visuellement stylé et ça peut encore donner un boost stratégique au personnage. Voilà. Donc voilà pour le système Nexus. Et j'ai illustré le deck pour dire qu'effectivement, bon, voilà, tu l'as sur le côté, tu tires ta carte à chaque tour, etc. J'ai pas illustré le fait qu'on puisse avoir en main là des cartes en plus, mais je pense que vous avez compris le principe. Là, on n'est pas dans la profondeur du gameplay, on a simplement là le board et comment ça s'articule. Voilà. Je ne vais pas rentrer non plus dans le sujet en profondeur, parce qu'il s'agit finalement d'étaler un nombre de gameplay potentiels avant de pouvoir l'affiner et se dire est-ce que ça respecte mes conditions, mes prérequis. Ok, on passe. Gameplay sans gestion d'énergie. RPG. Alors j'aurais pu l'appeler autrement, j'aurais pu l'appeler classe, j'aurais pu l'appeler rôle, mais je pense que RPG c'est le plus représentatif de ce que vous allez voir. Ce gameplay est simple, il est rapide et vous allez comprendre pourquoi. Alors, donc là c'est le board qui peut être aussi facilement adapté sur la partie digitale. Vous avez 3 cartes qui sont en poste actif, plus 6 autres cartes, donc vous avez un total, un deck de 9 cartes, donc c'est très petit. Ce sont que des personnages, que des caractères. Voilà, ce sont que des personnages, il n'y a aucune carte de support, parce que chaque personnage a un rôle. Donc c'est pour ça qu'on en revient au RPG. Et chaque rôle a une capacité spéciale. Voilà. La seule chose qui varie en fonction donc, des caractères, ça va être leur puissance. C'est pour ça que j'ai illustré cœur plus attaque, parce que finalement, c'est émergé. La puissance, c'est les deux à la fois. Leur attaque, c'est leur vie, et leur vie, c'est leur attaque. Voilà.
Hop. Donc là, je vais vous présenter finalement toute la partie gameplay de chacune des classes et de chacun de ses effets. Comme ça, c'est très simple, il y a juste besoin d'avoir une règle à côté et de la suivre, on se la pose à côté et on sait quels effets ont notre carte. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus simple que ça et on va rentrer donc dans les détails. Donc, système de classe. J'aurais pu faire le système de RPG, c'est pour ça. Je vous ai dit, j'avais commencé avec système de classe, mais RPG, ça vient très bien aussi. Donc, le buffer, tous les personnages qui ont cette icône-là. Augmente la puissance des autres cartes de 50% de sa puissance actuelle. Voilà, donc mon personnage a 100 de dégâts, et bien les autres cartes, donc les deux autres cartes, reçoivent 50 de puissance. Voilà, très simple. Derrière, on peut avoir sa version flat, voilà, qui peut être plus simple encore pour les jeunes, comme ça il n'y a pas besoin de faire cette conversion, parce que si jamais on a deux buffers dans l'équipe, bah donc du coup ça va augmenter la puissance de ce buffer actuel, ça va augmenter ses stats, et donc du coup il va falloir recalculer donc à chaque fois, à chaque montée finalement de puissance. Donc là on a de la flat, la stat flat, et là on a un nombre de puissance qui est fixe, voilà. On verra après par la suite qu'on pourra faire un petit système entre deux. Mais voilà, si on reste dans la simplicité pure, il y a aussi cette flat version qui peut être intéressante. Le bruiser, donc attaque simplement et fait de gros dégâts. Les gros dégâts, c'est eux qui auront les plus gros dégâts du jeu. Mais derrière, en fait, il ne se passe rien. Chose très importante qu'il faut que je vous dise, c'est que dans ce jeu, lorsque vous attaquez notamment au corps à corps, eh bien, vous subissez les dégâts de l'adversaire. Donc, si vous avez 102 dégâts et que l'adversaire a 50... Enfin, si vous avez 100 de puissance, je vous ai rappelé que c'est l'attaque et la vie en même temps. Donc, si vous avez 100 de puissance et que l'adversaire a 50 de puissance, vous perdez 50 de puissance. Voilà. Parce que vous avez attaqué une personne qui a 50 de puissance. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, tous les corps à corps perdent de la vie en fonction de... Enfin, perdent de la puissance en fonction de la puissance de l'adversaire qu'ils attaquent. Voilà, je pense que c'est très important de le dire. Ok, suivant. Pique. Archer. Attaque la cible sans perdre de dégâts. Donc là, on est sur un distance. Donc ils auront potentiellement moins d'attaques. Mais derrière, ils ne subiront pas les dégâts lorsqu'ils attaqueront. Cryomanceur. Les cartes gelées ne feront pas de dégâts durant les 2 prochains tours. Alors, chose à noter, le cryomanceur, et ça je l'ai pas encore défini, et tu as un CAC, donc ça veut dire qu'il attaque au corps à corps, et donc il subit quand même les dégâts de l'adversaire. Donc il va taper quelqu'un, il va subir donc la puissance de l'adversaire, et derrière son effet sera appliqué. Et son effet est appliqué également lorsqu'il se fait attaquer. Voilà. Donc ça, il faudrait que je rajoute une règle là-dessus. Donc quand il se fait attaquer, le cryomanceur, il gèle également. Le poisonneur empoisonne la cible. Les cartes empoisonnées prennent 10 dégâts durant les 2 prochains tours. Donc là, c'est la même condition que le cryomanceur. Si vous attaquez, vous appliquez le dot de 10 dégâts durant les 2 prochains tours. Et si on attaque le poisonneur, il applique également son dot. Le splitter attaque la cible et un autre ennemi aléatoirement. Donc là, il faudra s'armer donc d'un dé. Voilà. Donc vous avez de toute façon 3 personnages. Donc ce sera un dé spécialement fait avec donc du coup les 3 cases. Et si jamais vous tombez sur la même case que la cible que vous avez déjà attaquée, et ben ça annule finalement ce split. Et donc du coup, vous avez attaqué qu'une fois. Si jamais vous faites une autre case, donc un autre numéro que la cible attaquée, eh bien, du coup, vous aurez attaqué deux personnages. Voilà. Le berserk attaque la même cible une fois, puis une autre fois s'il est enragé. Bon, comment faire pour qu'il soit enragé? Donc, on a un système de jetons qu'il faut lancer. Si c'est face, il est enragé. Si c'est pile, c'est normal. Et donc, il n'aura fait que une attaque. Voilà. Et lui, c'est sur la même cible. Voilà, c'est ça le truc qui change. C'est sur la même cible. Le shielder
oblige les cartes adverses à l'attaquer durant un tour, donc c'est un taunt, et réduit les dégâts subis en défense, donc lorsque l'ennemi l'attaque, de 50% de sa puissance actuelle. Donc là, on est sur une stat en pourcentage. On peut faire la même chose en flat, donc c'est-à-dire avec des nombres, non-nombres de puissance en dur. Donc là, on a la version simple, réduit les dégâts subis en défense de 20 de puissance. Très simple. Ou alors, on a la version qui mitige un petit peu le truc, c'est-à-dire que réduit les dégâts subis en défense de 20 si la puissance actuelle est inférieure à 100 et de 40 si supérieure. Donc si mon personnage, il a 90 de puissance, eh bien, il réduit ses dégâts de 20, d'accord? Mais si jamais il a, je sais pas, 105 de puissance, il réduit de 40. Voilà. Donc on applique une condition supplémentaire, mais qui permet aussi de se projeter, de se dire, ok, donc celui-là, en fait, je peux le jouer avec un buffer et lui augmenter sa défense de fou. Comme ça, il va vraiment bien pouvoir tanker, etc., etc. Donc là, il y a cette dimension stratégique qui est assez intéressante à voir, à voir à jouer en vrai, hein, mais voilà. La liche. Donc, au moment d'attaquer, additionne la puissance d'une carte adverse aléatoire. Donc là, encore une fois, on sort le dé. Et on tombe donc du coup sur la position de la carte. Si c'est 1, c'est le premier personnage. On prend sa puissance, donc toute sa puissance, et on l'additionne avec la nôtre. Donc s'il a 100 de dégâts, vous en avez 50, vous avez 150 de dégâts. Par contre, vous prenez 50% de dégâts en plus. Eh oui. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc voilà, prendre 50% de dégâts en plus. Alors soit on peut faire ça, et soit encore une fois, on peut venir chercher de la flat stat et donner un chiffre en dur. Donc là voilà, lance le dé, prend la puissance de la carte ciblée. Très simple. Et je crois que c'est tout pour ces 9 premiers rôles. Alors, je me permets de couper ma vidéo pour vous parler de 3 choses. La première, c'est que j'ai utilisé de l'IA sur mon gameplay RPG système de classe afin d'apporter un peu plus de profondeur, d'immersion plutôt, dans ma présentation. Et c'est en aucun cas les designs de mon jeu de cartes à caution de blablabla. C'est terrible. Ça y est, je m'en sors plus. C'est mon jeu de cartes à collectionner. Mais voilà, vous avez quand même pu voir dans Gameplay Trinité, le système Overgear et Gameplay Nexus, les premiers caractères finalement de l'univers d'Etheron. Et on peut voir, notamment, voilà, si je me rapproche sur le Gameplay Trinité, que voilà, les cadres, le contenu n'est pas le même. Parce que finalement, toute cette partie gameplay conditionne ce qui va apparaître en termes d'UI, de positionnement, sur cette carte. Et c'est pour ça que c'est un tel enjeu de savoir si on intègre cette partie gameplay et si on l'intègre, quelles vont être justement les mécaniques de gameplay, parce que ça conditionne encore une fois la finalité, le print de cette carte. Donc c'est pour ça qu'on passe quand même beaucoup de temps avant de pouvoir se dire ok, on se fixe là-dessus, ok, on pourra faire des modifications plus tard, mais il faut au moins lancer une première série. Mais avant de lancer une première série, il faut avoir quelque chose qui corresponde à son univers et qui réponde à ces fameuses 2 questions. Bon, bref, je vous laisse pour la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Je sais que c'était assez long. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Sinon, n'hésitez pas à me le faire savoir en description et j'essaierai d'apporter un peu plus de clarté. Derrière, comme je vous l'ai dit, je vais mettre un questionnaire sur tout ce que je vous ai présenté, sur des choses qui vous ont peut-être séduit, sur lesquelles vous voulez avoir peut-être plus d'informations, ou des choses que vous souhaiteriez peut-être approfondir dans une vidéo. Faites-le moi savoir, franchement, je suis vraiment très très intéressé par ça. Si vous souhaitez vous abonner, ça va être le bon moment, parce que derrière, vous allez pouvoir suivre le développement du projet Etheron. C'est le TCG que je suis en train de créer.
ou si simplement vous souhaitez, vous, de votre côté, lancer votre TCG, eh bien, je pense que je vais pouvoir vous fournir pas mal d'informations au cours de mon aventure. Et je vous rappelle, dans la prochaine vidéo, on va voir notamment donc, si un jeu de cartes à collectionner sans gameplay, ça peut fonctionner. Et dans une autre vidéo, on va pouvoir voir si le design est plus important que le gameplay. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très rapidement.